Salut, on voit un lien YouTube et on est bon. Je suis plus au bat, pardon. Et tout le monde à l'heure et tôt en plus, dis donc. Ça sent la fin des vacances. Bon, on espère. Oh, Rétilène, c'est pas un nom que j'ai vu souvent. Qualifié de. T'as changé de nom? Je m'explique, parce qu'en fait, je me souviens de vous par vos noms, plus ou moins. Vos noms et vos pseudos et vos images. Et du coup, si jamais vous changez, je sais plus trop où vous en êtes. Après, si un jour tu t'es pris une calotte et tu veux te faire oublier, je peux comprendre, mais ça serait quand même mieux de rester. Ou alors c'est la première fois que tu parles. Voilà, voilà, voilà. Je vérifie que l'enregistrement c'est bon. C'est bon. Alors, bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. On commence avec le Bitcoin qui se fait un début de délit dans le rouge et on remarquera que Monsieur Grosse-Couille s'est légèrement fait déborder. Pas beaucoup débordé, un tout petit peu débordé, à quelques balles près. Donc, rien de très, très inquiétant pour le moment. Mais sinon, on pourrait se rappeler un petit peu ce price action qu'on avait eu là, ici, quelques jours de range suivi d'un gros spike baissier, ce qui serait pas déconnant, mais bon, qui impliquerait ici qu'on aille chercher des mèches, ce qui est pas facile à faire puisque les bailleurs, les acheteurs sont bel et bien là. Tiens, on pourrait regarder ici, on a un genre de mini épaule, tête-épaule en délit qu'on devrait peut-être voir plus en 12 heures, mais bon, il semble relativement évident que qu'on soit dans un range pour l'instant et que c'est en dehors des extrêmes. Il n'y a pas vraiment d'avantage probable. Donc, quand je dis les extrêmes, ça veut dire potentiellement acheter ici, ou en tout cas chercher à acheter ici et potentiellement chercher à vendre ici, en sachant que si la direction est claire, euh, il y aurait très probablement un rejet et ensuite, évidemment, le stop si c'est sérieux et idem ici. Hein. C'est probablement réaction. Et si jamais le move il est sérieux, continuation baissière. Ah, il parle pas beaucoup, Redinen. Ok, bah, enchanté de te voir parler alors. Euh, bon, donc pour Bitcoin, ça va être la rentrée comme pour vous. Donc on va voir comment ça se passe. Entre le sentiment, la grosse purification des OI, on peut supposer éventuellement quelque chose de haussier. Cependant, cette petite incursion dans les EMA avec une clôture à l'extérieur, c'est aussi un setup baissier, mais le problème, c'est que c'est compliqué d'être baissier sur un support long terme, en fait. C'est-à-dire, on pourrait être baissier ici si on voyait le prix peiner à remonter, même s'il y aurait encore des chances que ce soit une déviation. Mais être baissier dans cette zone, c'est compliqué. Hein. C'est très, très compliqué. Donc, ça me rappelle un petit peu ce que j'avais vu d'Upcoin, Donald sur Twitter, qui fait que du trading macro, donc qui trade wiki du monthly. Euh, et j'aime bien un petit peu voilà son analyse. C'est vers le haut, indécision bull market, ici whatever market, ici zone d'achat et ici bear market. Et on est un peu dans le whatever market, ce que j'appelle un peu le marais des morts. J'ai essayé de m'y aventurer en fin de semaine dernière et encore hier soir avec perte. Et donc marais des morts, quoi. Marais des morts market. Ce qui m'a fait penser aussi à autre chose, c'est que quand on n'est pas loin d'un bottom moyen terme, long terme, euh, l'action du prix rend fou.
hein. C'est souvent que ça rend dingo. Donc, laissons voir un petit peu comment ça se résout ici. Et je dirais que tant que BTC reste compartimenté dans ce micro-range, d'ailleurs, qui a vraiment compacté en volatilité très, très vite, hein. Apparemment, quand on a un gros spike de volatilité comme ça, on se retrouve avec des grandes amplitudes, avec ensuite une réduction. Et là, directement, clac, on a compartimenté la volatilité dans l'œuf quasiment instantanément. Donc, qu'est-ce que ça me dit? Ça veut dire que ça me dit peut-être qu'il y a des gens qui ont leur intérêt à faire des plays sur la volatilité au niveau du Bitcoin, des choses que je ne comprends pas parce que je ne traite pas les actions, les options, pardon. Mais il y a peut-être des gens qui font des long short volatilité et qui trouvent leur intérêt comme ça. Est-ce qu'il y a des trucs qui se passent au niveau des options? Faudrait que ceux qui traitent les options nous disent. Mais personnellement, je trouve ça assez surprenant, ces freinages très, très rapides. C'est pas courant. Par contre, ça nous donne un avantage, c'est-à-dire qu'un Bitcoin relativement compartimenté, on va voir si cette semaine on a une résolution ou pas, c'est que nos setups altcoins peuvent être relativement clairs avec peu d'interférences. C'est-à-dire qu'un Bitcoin qui fait pas occasionnellement des va-et-vient vers le bas de 4%, ça évite de se retrouver avec des setups bien propres sur les alts qui se font défoncer. Donc, si jamais, donc là, ce qui semble clair, c'est que on peut rester attentif, voir avec des alertes si le Bitcoin nous donne une direction. S'il y a un potentiel à short squeeze, mais pour l'instant, il n'y a pas. Enfin, quoique on voit sur Bybit que ça commence à penser short. À remarquer, on a encore ici du Bybit Smart Money, donc ça me pose, ça me perturbe ce Bybit Smart Money. Donc avec un funding négatif avant une petite chute. Ça me perturbe parce que c'est contre tout ce que je fais depuis maintenant facile plus d'un an. Donc, j'ai pas encore l'adaptabilité qui me permet d'en tirer avantage immédiatement. Je sais pas à quel point c'est fiable, pas fiable, et j'ai pas eu le temps de m'y pencher. Mais je pourrais plus compter sur les bibiteurs pour me dire s'il y a un short squeeze dans les bacs. Et du coup, je vais éliminer probablement cet avantage probable et m'en tenir davantage à ce que fait le prix, les niveaux, est-ce que ça accepte, etc. Donc, mais bon, voilà. Donc, est-ce qu'ici Bybit nous annonce un crash? Moi, je trouve qu'il est trop tôt pour décider quoi que ce soit. Parce que de toute façon, ça va être dans la session US qu'on aura la direction probable. Parce que généralement, enfin moi, ce que j'ai constaté, c'est que les moves de l'Europe, c'est souvent du fade, c'est-à-dire que ça va nulle part, ou alors ça offre une belle entrée pour les US, et c'est les US qui vont décider s'il y a du jus ou pas dans la direction. Qu'est-ce que ça dit niveau élite? Chaud. Bon, en tout cas, Bitcoin qui dit rien et regardez les altcoins, hein. Ça, en gros, c'est l'idée. Donc, cette semaine, j'avais pris un long agressif, enfin agressif, c'est-à-dire sur le tard pour OMI. Et la pump verticale avec le sentiment qui va bien m'a donné envie plutôt de sortir puisque je trouvais qu'il était hautement probable qu'on revienne ici. Donc OMI, c'est sur des échanges exotiques, hein. OKEx, moi je vais sur Bitforex, c'est des coins illiquides, c'est comme aller trader sur KuCoin. J'y suis attentif seulement parce que c'est le coin de l'écosystème VV et que VV, on a toujours un œil dessus. Donc c'est un coin qu'on analyse toutes les semaines. Donc celui-là, on l'a vu passer avec ici une jolie structure. Et mon souci était qu'il y avait une forte probabilité que je me retrouve avec un dip qui revienne dans mon entrée, dans cette zone à peu près. Et si c'est le cas, ça me fait chier de rendre des profits conséquents parce qu'une pomme de 40%, c'est rare et quand ça arrive, on est content. Donc, voilà un petit peu pour ce qui est de ça. Et puis, on pourrait regarder un petit peu les altcoins qui ont fait de la performance, voir s'il y a quelque chose à faire pendant que le BTC est perdu dans son gros range.
Dans la même logique que la dernière fois, avec ces gros ranges BTC qui durent l'infinité et puis la résolution qui prend le temps, pourquoi pas, une fois de plus, s'en fier à la Lune? Pourquoi pas, hein, cycle de 28 jours. Alors, il y a plusieurs points importants qui vont être à considérer éventuellement pour la suite de notre direction après cette compression de volatilité. Ça peut être potentiellement la Lune, mais au pif, hein, au pif. Ou sinon, je pense qu'il va être très important d'être attentif entre le 31 et le 1er. Ça veut dire que l'open de la monthly, l'open de la monthly pourrait apporter une nouvelle dynamique, et même la clôture en fait. Donc, il est peut-être possible qu'à l'approche du 31, on essaye de réintégrer dans cette zone ici. Par contre, là, il y a un Trading qui me casse les couilles. Je vais actualiser. On n'a pas le famoso ETF narratif cette semaine, je ne sais pas. C'est un narratif qui, pour moi, est éculé. Il y en a, j'ai vu quelqu'un dire 3 septembre. 3 septembre, narratif ETF. Évidemment, s'il est refusé, ça risque de faire boom. Et on dirait, enfin, je veux dire, je ne veux pas dire, mais on dirait à la tête du graphe qu'il y en aurait qui sauraient qu'il est refusé. Je veux dire, dans la famille des insiders. Je veux dire, il y a ceux qui savent et il y a ceux qui ne savent pas. On se fait une chute relativement phénoménale alors que le prix est en train de consolider sous des résistances long terme. S'il y en avait qui savaient 15 jours avant si l'ETF, par hasard, allait être accepté ou retardé, par hasard, le prix aurait pu dump de 20% d'un coup, enfin de 10% d'un coup, ou alors pump de 10% d'un coup, avec des gens qui se grattent la tête. Mais je dirais que s'il y avait des insiders sur ce marché, je dis bien si ce marché avait des insiders, il semblerait que la réponse soit toute trouvée. Hein. Bon, voilà, je dis ça, je dis rien. Que nous dit le graphique sur le narratif? On dirait qu'il y a une petite anticipation ici. Petite anticipation suspense. Il y a une bande-annonce. Voilà. Donc, Moued, Le Puy et Malim Poulado, no way. Donc, bon, après, il y avait un énorme build-up, open interest, etc. J'ai vu Wi-Fi qui est sur Twitter, qui est un trader qui gère ses fonds de manière hedgée avec multi-assets. Il disait dernier rug pull avant que BlackRock ferait un dernier rug pull avant le push. C'est possible, hein, bien sûr. C'est possible que ce soit ça. Allons prendre maximum de Bitcoin pas cher, disons, avant que ça soit sûr. Mais bon, voilà, quoi. Je veux dire, est-ce que BlackRock, c'est la première fois qu'ils ont l'occasion d'acheter du Bitcoin pas cher? Je pense pas. Je pense que BlackRock, s'ils devaient avoir accumulé du Bitcoin, ils en ont depuis un paxon de temps. Donc voilà, on se retrouve comme ça avec, pour l'instant, à merdouiller au niveau du bas de range. Et la plupart des breakouts échouent. Et donc hier, il y a eu un mec qui était là, qui nous a posé. Alors il y a plusieurs choses qui m'ont intéressé, c'est que bon, comme la plupart des gens qui sont pas dans des groupes et tout, peut-être c'est un ancien du groupe, la plupart ce sont des débutants, hein. Les gens qui font coucou ici. Donc là, il y a Clovis qui dit qu'il attend un swipe des lots, donc avec, on dirait, mon style de trading, hein, enfin, mon style d'analyse avec des gros trucs verts. Je sais pas ce que ça fout là, c'est complètement c'est encore plus grosso-merdique que ce que je fais. Et il disait qu'il attendait d'abord un nettoyage des stops, C et potentiellement D. Donc, avec 25 000, un bon prix pour acheter, 20 000, un bargain, c'est-à-dire une bonne promo. J'ai trouvé qu'elle était pas mal, sa petite analyse, mais qu'elle excluait une possibilité,
c'est que les supports fassent leur job de support et qu'on swipe pas. Voilà. C'était une petite possibilité qu'il n'a peut-être pas envisagée, parce que si c'est vrai que 25 000, c'est un bon prix pour acheter, pourquoi ne pas couper l'herbe sous le pied et partir dans ce sens-là? Voilà. C'est petite, voilà. Comme vous voyez, je ne me mouille pas sur la direction, puisqu'on est dans un range et on est sur un support long terme. Et on est en train de ranger près d'un support long terme. Donc, pour le narratif, le fait qu'on soit dans un range, pour pouvoir quitter un range, en général, justement, il faut un narratif. Je ne sais pas si vous connaissez ce concept, c'est que en général, le prix dans un range, il a une valeur établie relativement juste. La valeur high, la value basse, value high, value low. Et on considère que au-dessus de la value high, c'est un bon prix pour vendre, et en dessous de la value low, c'est un bon prix pour acheter. Ou alors, en tout cas, que c'est unfair, que c'est une unfair value d'acheter sur la value low, qui normalement est plutôt comme ça, pardon, et de vendre ici. Donc, globalement, dans un range, le prix est juste, en fait. Et il n'y a pas, en théorie, hein, en crypto, ça ne se passe pas comme ça, mais en théorie, il n'y a pas de raison de quitter un range sans un catalyseur, sans une news, en fait. Et là, par exemple, on est sur un support et ce serait « It will be a shame that the ETF get reported ». You know. Donc, voilà. Ça serait malvenu que l'ETF serait reporte sur un support. Et bien sûr, ce qui sera important pour nous, et on en a eu des bearish news sur support. Ici, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on a eu un China mining ban, c'était soit ici, soit ici. Donc, si la réaction sur le support ou si ça tient avec la bearish news, c'est une bonne indication qu'on a motivé quand même pas mal les gens pour vendre sur un support que le support a tenu. Donc, si jamais on a une news bear, et on en a vu des news bear par ici, et ça a tenu, si là on a une news bear et que ça tient, c'est que c'est bon. C'est qu'on a notre bottom temporaire, ne serait-ce que pour un prochain rallye significatif. Si on n'a pas si ça tient pas et que ça casse volontiers, vu que les gens, en tout cas les survivants, cette année ont été élevés à acheter la FUD, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont tenter d'acheter la FUD. Si ça continue à percer vers le bas, aïe, 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 attention. Ça veut dire que le mouvement baissier est confirmé. Direction là où ça fait peur. Et pire, si affinité. Voilà un petit peu pour mes perspectives sur le Bitcoin. Maintenant, tout ça, c'est de la voyance. Et en parlant de voyance, regardons ce que Evrard nous a pondu. Donc, voilà. Alors, bonjour, est-ce que le raisonnement vous semble logique? Alors oui, d'office, tout raisonnement semble logique. Mais sache que normalement, les investisseurs ou traders, je vais tout corriger au fur et à mesure que ça me vient à l'impro. Sache que, et je veux pas, et c'est pas pour te foutre, c'est pas pour te foutre de l'incertitude. C'est pas pour te niquer dans ton truc, mais c'est juste pour te donner des perspectives et que cette perspective du tout peut arriver, parce que c'est ça ma conclusion, Évrard, c'est que tout peut arriver. En t'offrant cette perspective, que tu ne t'attaches pas trop à ton idée et que ça te permette de toujours considérer que ton risque doit être géré. Donc, la première réponse, tu me sors un truc farfelu, que ce soit la lune, la couleur du caca de ton chat, un lancer de dés, le tarot, l'analyse technique, les divergences RSI, support et résistance, price action, open interest, order flow, tout ce que tu veux. À chaque fois, considère bien que ce qui va se passer à droite, ça va impliquer des acteurs du marché qui sont pas forcément ceux du passé. Ça peut être de l'argent qui rentre, de l'argent qui veut sortir, des nouveaux gens qui arrivent,
plein de choses qui peuvent arriver avec des météorites, des immeubles qui prennent feu. Enfin, tu vois, il y a plein de trucs. Hein. Donc, ce qui se passe à droite, tout est possible et son contraire aussi. Ça n'empêche pas d'embrasser l'incertitude avec un risque sous contrôle. Et que la personne qui est bearish, parce que toi, tu es bullish, et ça se voit dans ton texte, elle a, elle aussi, a priori, des statistiques à son avantage ou des arguments rationnels. Et que peut-être même, tu pourrais même changer d'avis et être tout aussi convaincu. D'où l'expression strong opinion, loosely held, c'est-à-dire des opinions fortes. Et les opinions fortes et la conviction, c'est ce qui va te permettre de porter tes couilles. Et loosely held, ça veut dire que tu les gardes pas longtemps si jamais tu vois que tu as tort. Ok, non. Pourquoi? Parce que préserver ton capital est plus important que d'avoir raison. Et je vais te ramener ici, parce que ton analyse est rationnelle, à l'adage qui dit le marché peut être irrationnel plus longtemps que tu es solvable. Voilà, tout simplement. Donc, vu que tu as vu la formation, on pourrait regarder l'uranium, la valeur. La formation que je t'avais dit, 10 leçons pour protéger capital et financier et mental. J'ai fait exprès de le dire ça comme ça parce que maintenant que j'ai une formation de psychologie, psychologie gagnant, le titre me paraît moins approprié. C'est plus c'est psychologie du gagnant, les 10 leçons pour protéger son capital financier et mental. Mais vu que j'ai fait une formation qui est très orientée psychologie du gagnant et que ça n'a rien à voir de rien du tout, conquérir le mindset de gagnant, où c'est la mise en place du process, mettre en place, devenir résilient, avoir un mental qui permet de tenir quoi qu'il arrive, d'aller dans la bonne direction, de jamais burn-out, de tenir ses positions, etc. Du coup, il y a ici redondance et c'est la psychologie du gagnant en bear market, hein, qui est globalement se préserver de la belle histoire. Allez, top, la formation, je l'écoute encore et encore en voiture. Super, merci Shibeb. Si tu veux me faire un petit mot dans Avis Alpha Team, ça me ferait plaisir. Je ne sais pas s'il y a des gens qui… non, Avis Formation. Je ne sais pas s'il y a des gens qui vont le lire, mais ça donne un petit peu de crédit à ce que j'ai fait, qui est inventé de mon parcours personnel. Et toi, tu prends plein de notes. Très bien. Donc, pour ton analyse, elle me paraît juste. Alors, dès que le BTC est vendu, certains achètent et ne revendent pas ensuite. Donc oui, la conviction, le fait que le supply soit absorbé et que ce sont des gens qui n'ont pas l'intention de revendre, parce qu'ils ont compris la valeur du fondamental, en tout cas la même que la tienne. Hein. Warren Buffett, il pense toujours que c'est du poison à rats, et pourtant c'est un trader fondamentaliste. Donc voilà, et un trader de value, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va chercher à acheter des trucs qui ont de la valeur. Donc si tu veux… tout le monde n'est pas d'accord sur la valeur. Et la valeur, c'est le prix actuel. Et le prix est entendu, c'est que la vraie valeur du Bitcoin, aujourd'hui, avec toutes les informations que tu as, que nous avons, c'est 25 942. C'est ça la valeur du Bitcoin. C'est pas les 15 millions annoncés par Sailor Moon, c'est pas les 1,5 million annoncés par Cathy Wood. Non, c'est 29 945. Avec toutes les informations qu'on a actuellement sur les marchés, la valeur réelle du Bitcoin, c'est 29 945. Avec toutes les informations qu'on a sur le marché. Et ce qu'on essaye d'anticiper, et ce qui va faire qu'on va prendre une position, c'est si on trouve que c'est sous-évalué ou surévalué. Et c'est un combat permanent. Quand tu arrives ou quand va arriver un nouvel élément, le prix va essayer de pricer. C'est-à-dire que, par exemple, pendant la crise Covid, les gens ont anticipé, on a eu un gros rallye après la crise Covid qui a anticipé, entre guillemets, le retour au mieux, et le retour au mieux, le retour au moins bien, par exemple. C'est comme ça. Donc, on essaye. Là, par exemple, les marchés ont été pas mal enthousiastes cette année en prévision de la Fed qui allait très probablement réduire ses taux d'intérêt, ou en tout cas à revenir au point zéro. Quand on arrivera au point zéro,
j'imagine que ce qu'on va pricer, c'est peut-être autre chose de négatif. En tout cas, on va essayer d'anticiper. Donc ici, c'est ce que tu fais, tu essaies d'anticiper. Donc oui, la capture du supply par des gens convaincus et qui ont des sous, c'est bien. Ça a un impact. Juste le nota bene, c'est que le sentiment suit le prix. Si un mec est très, très convaincu et il se retrouve à perdre 50% de sa thune, il est plus convaincu du tout. Ça, c'est clair. Donc, il faut bien considérer qu'il est convaincu tant qu'ils n'ont pas de raison d'avoir peur. Le prix du Bitcoin, par exemple, s'il a été particulièrement stable ici, c'est en partie parce que les vendeurs spot n'avaient pas envie de vendre. Ils avaient de la conviction. Ce qui a poussé le prix à cracher, c'est une grosse élévation des open interest et donc des liquidations en cascade. Donc, les liquidations, les dérivatifs vont parfois pousser le prix dans une direction s'il y a trop d'enthousiasme dans un sens et qui se font prendre à revers. Mais par exemple, pour encourager des vendeurs de spot de vendre le Bitcoin, par exemple, l'AMA 200, l'AMA 200 weekly, ça peut être quelque chose qui pourrait les décourager. C'est bien 200, ça. Non, 50. Donc, l'AMA 200 weekly, ça pourrait encourager des vendeurs de spot en disant, OK, bon, il y a un shift ici, ça ne va pas. D'accord? Donc, selon l'indicateur de tendance. Mais, ou alors des endroits qui font quand même peur. Mais sinon, tant qu'ils ne se sentent pas menacés dans leur spot, une variation de 5%, ils en tapent. Donc, effectivement, s'ils sont convaincus, ce n'est pas ça qui va leur faire peur. Je veux dire que le prix soit à 25 000, à 25 900 ou à 28 000, ça ne change pas grand-chose pour un mec convaincu. Donc, pas de pression vendeuse de ce cas-là. Et on avait vu que sur les échanges, il y avait un énorme écart récemment entre le spot et le dérivatif. Et il y a très, très, très peu d'actions spot. Donc, les gens ne sont pas trop chauds pour vendre leur spot, effectivement. Donc, oui, c'est cohérent. Alors, principalement à cause des dizaines de fonds d'investissement qui veulent acheter des BTC en quantité pour proposer des ETF à leurs clients. Alors ça, là, tu te mousses un petit peu tout seul. Les fonds d'investissement, ils ont déjà acheté. Et pour la plupart, ils ont déjà acheté pendant la bulle 2020. Je veux dire, en 2021, au top, il y avait des tonnes de fonds d'investissement qui ont sorti de partout et tout. Même Cathy Wood, elle était au méga bull sur les tops. Donc, à mon avis, les fonds d'investissement, ils ont plus à vendre qu'à acheter. Là. Et ils ont eu bien des occasions d'acheter. Et même, je pense que dans le milieu, ça doit savoir que ceux qui ont acheté, ils perdent de la thune. Donc, faut pas trop se mousser. Et puis aussi, quand BlackRock t'annonce qu'il va faire un ETF, il a déjà acheté il y a 6 mois. Hein, et il n'a pas acheté le jour où il t'annonce. Hein, où il te dit pas, ouais, je vais l'acheter. C'est comme si Grayscale a déjà acheté ses bitcoins, hein, le up only de 2020. Donc, ça, par exemple, tu te mousses un peu. Tu sais pas s'il y a des dizaines de fonds d'investissement qui veulent acheter, tu sais pas. Par contre, ce qui pourrait être plus bullish que tu n'as pas pensé, c'est que ces fonds d'investissement comptent, quand ils auront leur ETF approuvé, les vendre à des fonds de pension, à des fonds d'assurance, à des trucs gouvernementaux, etc. Donc, de la grosse caillasse, de la grosse thune qui en prendront juste parce qu'il en faut. Voilà. Indépendamment du prix. Il leur en faudra dans leur portfolio d'investissement, c'est là où ils mettent leur cash. Donc, oui, ça sera encore plus intéressant. Mais les fonds, eux, ils ont déjà leur bague. Hein. Europe Fidelity Digital, troisième fonds, qui gère 4 200 milliards, a eu l'agrément pour ETF, BTC avant les USA. Donc, ils ont eu l'agrément, ils ont déjà acheté. Donc, c'est des vendeurs potentiels. Voilà, quoi. Donc, faut bien, même si ça paraît boule, tu vois, il vaut mieux que des gros fonds n'aient pas acheté plutôt qu'ils aient déjà acheté. Le fait qu'il y ait déjà des gros fonds dedans, donc tu peux te dire, ouais, ils ont envie de distribuer leur bac plus haut, est-ce qu'ils ont les moyens de le faire? Mais il vaut mieux des acheteurs motivés que des vendeurs motivés. Et ceux qui ont acheté ne sont pas des acheteurs motivés, ce sont des vendeurs. D'ailleurs, par exemple, pour la petite astuce, quand tu vas sur Finviz pour investir dans les actions, Garp ou CanSlim, hein, je ne sais pas lequel est bon. Je pense peut-être CanSlim ou alors Garp, enfin, qu'importe.
une des métriques que tu peux chercher dans tes screeners fondamentales, évaluation, on va voir. Attends, il faut que j'en prenne quand même. Je prends par exemple ce truc-là. Dans les recherches que tu vas faire sur les affaires, sur le truc, voilà. La présence des institutionnels. Par exemple, si tu as un gros truc qui est bullish, mais il y a 90% des institutionnels dedans, c'est pas bon. Ça veut dire que tu veux beaucoup d'insiders dedans, ça veut dire qu'ils sont confiants, mais tu veux très peu d'institutions qui sont dedans. Parce que s'il y a 90% d'institutions dedans, bah, ça veut dire qu'ils ont déjà acheté. Hein, donc, ce que tu veux, c'est un graphic bull avec des insiders qui ont confiance éventuellement dans leur truc, mais quand les institutionnels sont dedans, bah, ce qui est fait n'est plus à faire et il y a un petit peu moins d'upside potentiel. Et même, c'est un signe que le plus gros a déjà été fait, le plus gros du move. Donc, voilà. Donc, tout ça pour étoffer un peu ton processus de réflexion et mettre en doute tes trucs. Je ne conteste rien, et je dirais quoi? Tu sais quoi? Je veux dire, tes boules, t'achètes et puis c'est tout, quoi. Tu n'as même pas besoin que ce soit vraiment rationnel. Alors, puisque l'agrément des ETF commence, il va se multiplier, ce qui symbolise une approbation réglementaire signifiant la maturité des marchés et la volonté des investisseurs institutionnels d'y entrer en toute confiance. Il y a beaucoup d'institutions qui sont déjà rentrées. Au crash FTX, BlackRock s'est fait rect, Goldman Sachs aussi. Et peut-être même qu'ils cherchent à s'en aller parce qu'ils avaient pris leur bague avant que le crash FTX et que ça leur a peut-être appris leur leçon, quoi. Approbation réglementaire. Alors oui, on va passer aux phases de réglementation et peut-être même dégager des échanges comme on a connu par le passé et que finalement le plus gros des volumes désormais se passe dans le CME. C'est très, très possible. Et les grosses institutions, les gros fonds vont probablement pas accepter de mettre leurs sous dans leur Bitcoin dans les conditions actuelles où n'importe qui peut pumper ça à coup de spoofing et compagnie. Alors, sauf s'ils s'assurent d'avoir la main sur le marché. Il y a nécessairement un moment où l'offre ne pourra plus satisfaire la demande. Il y en aura probablement qui... Alors ça, pareil, hein, c'est... Il y aura, débordera. Donc, garde, pour pouvoir corriger un petit peu ton biais, c'est souvent plus utile. C'est il pourrait, aurait, déborderait. Hein. Donc, utiliser le conditionnel, ça permet de ne pas perdre de vue le fait que tout ça, ça reste que de la spéculation. Spéculation, du mot speculare, observer hein, en latin. Donc, on est des observateurs, on spécule. On observe, tu observes ce que tu veux avec ta perspective, mais n'empêche que ce qui va se passer, tu n'en sais rien. Donc, ceux qui attendent le BTC en dessous de 22 000 vont avoir mal à la tête. Pareil, tout ça, c'est juste du biais exprimé où tu t'auto-pumpes. Alors, se pumper dans sa conviction, c'est utile pour tenir sa position. Mais je vais te dire une chose, c'est que même si, par exemple, tu as raison et que le prix d'un coup va à fond, il y a 90 chances sur 100 que les raisons pour lesquelles est pumpé ne soient pas celles que tu es envisagées. Donc, OK, pumpe-toi si tu veux, mais n'oublie pas que ce qui se passe à droite, c'est tout à fait hypothétique. Enfin, je veux dire, et ça reste à être révélé. Et il y aura la moitié des gens qui sont aussi rationnels que toi qui auront tort et d'autres qui auront raison. Donc, tu vois. Alors là, j'aime bien conditionnel. Il y aurait des achats massifs et ils se créeraient. OK, donc là, tu passes au conditionnel, c'est bien. Donc là, par exemple, tu essaies de te convaincre que si ça dump, c'est un bullish dump. J'ai bien l'impression que malheureusement, tu es peut-être, et j'espère que non, pas trop investi. Est-ce que tu as un point d'invalidation? Si par exemple le prix, si ton point d'invalidation c'est je suis OK à aller sous 22 000, ça veut dire que globalement tu gardes ton biais malgré une chute de 20%.
Et là, je peux te dire, tu as intérêt de prier pour qu'elle arrive, la mèche. Hein. Et la question, c'est pourquoi dans ce cas-là, ça ne serait pas une meilleure entrée d'acheter à 20% et d'acheter cette mèche? Je ne sais pas, tu vois, il y a la question qui se pose. Donc, voilà. Donc là, le problème, c'est que si une chute de 20% n'invalide pas ton biais, ça veut dire qu'est-ce qui va invalider ton biais, à quel prix et pour quelle perte. Et du coup, si ton stop, c'est pas 22 000, il va falloir que ton investissement, puisque là, dans ce cas-là, on est le cas d'un investissement et pas d'un trade, je pense que il faut que, par exemple, qu'il y a un prix où tu invalides ton investissement. Mais si tu l'invalides pas à 22 000, je veux dire, est-ce que c'est mieux de l'invalider à 18? Je trouve pas. À la limite, ça tient encore. Et je dirais que, comme beaucoup de gens, c'est tant qu'on n'est pas arrivé sous les 15 000, il n'est pas invalidé. Et ça veut dire que globalement, tu es dans un investissement long terme sur lequel que tu ne vas pas invalider avec une chute de 40%. Et donc, si cette chute de 40%, je dirais même, s'il y a cette chute de 40%, combien ça fait de perdant pour ton capital? Le problème, c'est que ton invalidation, elle n'est pas invalidée. Enfin, je veux dire, il n'y a pas d'invalidation proche. Alors que, par exemple, tu invaliderais rapidement pour t'offrir l'opportunité de rentrer là, par exemple, une acceptation ici qui fait comme ça, par exemple. Tu invalides ici, tu te retrouves à quoi 5% de ton entrée, à peu près, tu vois. Si jamais tu vois que ça accepte ici, paf, il y a la chute de 40% ou de 20 et quelques pourcents, tu peux re-rentrer. Bon, avec petite structure technique qui va bien en petite unité de temps ou moyenne unité de temps. Si tu décides de travailler ça en 4 heures, bah, travaille ça en 4 heures éventuellement. Ou... Voilà quoi. Ça t'éviterait de te retrouver dans la situation où ton investissement pour revenir de ton biais qui n'a pas changé, ça veut dire que 40%, il n'y a que 66% à remonter, mais 45, c'est 80, c'est quasiment un double. Donc, il faut être bien conscient que des invalidations très tardives ici posent potentiellement problème. Et je dirais que même le simple fait qu'on ait invalidé ici et qu'on n'ait pas confirmé ton biais aurait invité, peut-être même au moment du rebond, s'il y a un rebond, aurait invité un allègement de ta position pour te permettre de recharger ici. Parce que pour l'instant, ta théorie est contredise par ce que fait le prix. Et c'était ce que je disais dans la formation les 10 leçons pour préserver son capital financier mental, c'est que si ta thèse elle est juste, le prix doit aller dans ta direction, l'analyse technique. Pour l'instant, tu es toujours dans un range, donc OK, mais dire ouais, non, mais t'inquiète, tant que c'est pas là, OK, il n'y a pas de problème. Donc, dans ce cas-là, ça veut dire que ici, tu perds pas un bras, tu perds pas un rein et tu n'es pas susceptible de panic sell. D'accord? Donc, dans ce cas-là, donc, puisqu'on est là pour gagner de l'argent, on n'est pas là pour faire du pom-pom girl et d'agiter les bras pour le Bitcoin, hein, et de répéter sans arrêt que le prix devrait être plus haut et que les gens, ils n'ont rien compris, puisque tu es là pour gagner de l'argent. Et pour avoir, dans ton témoignage, tu avais aussi des grosses forces fondamentales qui t'ont maintenu dans l'idée que ça allait tenir, et puis voilà. Donc, j'ai bien l'impression que la même maladie, ici, se manifeste à toi. Donc, je reviens sur ta discussion. Moi, je ne veux pas te décourager d'acheter. Je veux juste bien te faire comprendre que tu peux te mettre en situation, il faut te mettre en situation de force. C'est-à-dire éventuellement avoir du cash en cas de coup dur, que si jamais tu n'as pas raison, tu ne perds pas un bras. Ou alors que ta thèse, c'est dans ce monde totalitaire où l'argent programmable aura la contrôle de toutes nos populations. Hein.
Je veux avoir du Bitcoin, qu'importe le prix, pour ma liberté. C'est-à-dire, je suis investisseur Bitcoin long terme et globalement, je ne suis pas inquiet que dans les 3 à 5 ans, je sois dans mes frais. Tu vois? Et dans ce cas-là, c'est une autre chose. Hein. Moi, là, je te parle de petits mouvements qui pourraient être de moins d'un an, quoi. Moins de 6 mois, un an. Après, dans la perspective de 3 ans, argent programmable, monde unifié, totalitaire, à la façon des Chinois, oui, avoir du Bitcoin, pas forcément en vue spéculatif, mais de survie, ça peut être pas mal. Et dans ce cas-là, effectivement, tu peux t'en foutre de la direction. Mais pour l'heure, il y a quand même une couille. Oui, c'est parce que je te connais, Evrard, que je dis ça. Et moi aussi, j'y pense. Mais dans ce cas-là, que ça ne te mette pas en situation financière délicate. Ceux qui attendent le BTC en 22 000 vont acheter, vont avoir mal à la tête, car même s'ils entendaient le prix actuel, il y aura des achats massifs. On ne sait pas s'il y aura des achats massifs, tu ne sais pas si tout le monde va pas se chier dessus, ou même Papa Nixel. La Bollinger Weekly montre que jamais le prix de BTC n'a été autant compressé sur BTC et pendant aussi longtemps. Je vais la mettre et on va vérifier. Pas tant que ça. Ici, on a eu une longue compression et ici, ça commence à peine. Ici, c'était une très longue compression. Ici, on a été très, très compressé, mais pas longtemps. Donc, pareil, tu te pumpes. Tu te pumpes. Donc, moi, je suis OK pour que tu sois bull. Je dirais que on oublie. La question qui pourrait se poser, c'est oublions que ce soit le Bitcoin. Oublions que ce soit le Bitcoin. Et disons que ce soit des graines de soja. Et les graines de soja, tu t'en tapes. Tu n'as pas de grande théorie sur l'avenir des graines de soja. Et déjà, ça te met éventuellement dans une situation un petit peu plus intéressante d'un point de vue psychologique, parce que tu pourrais penser comme ces enfoirés de banquiers, entre guillemets, qui de toute façon s'en tapent, que ce soit du soja, de la viande hachée ou du Bitcoin, et qui sont là pour les profits. Donc la question, c'est ce graphique-là, c'est pas le Bitcoin. Qu'est-ce que tu vois? Moi, là, en te posant la question, je vois un M en weekly. Là. Et je ne l'avais même pas vu avant. Je voyais un range. Je vois un M optimisé en weekly sa mère. Et en tant que trader macro, je me vois bien ouvrir une position long terme, comme ça, jusqu'à la fin de l'année. Pourquoi jusqu'à la fin de l'année? Parce que je sais que l'année prochaine, il y aura le nouvel Open Weekly, que les fins d'année, c'est bon plutôt pour les communities, les commodities, et que la récolte peut être bonne ou qu'il y aura une rareté accrue du soja l'année prochaine parce que la météo était mauvaise. Halvening, tu vois. Donc voilà, jusqu'à la fin de l'année, plutôt short avec ce putain de M non confirmé, bien sûr, il n'est pas confirmé. S'il était confirmé, tu pourrais avoir peut-être une meilleure entrée par ici. Et ce n'est pas le Bitcoin. Tu vois, c'est pas le Bitcoin. C'est un asset random. Et je suis bien placé, après avoir consacré ma vie au Bitcoin depuis 2017, que c'est très difficile de ne pas en tomber amoureux. Et que l'opium est sévère. Et en plus de ça, on s'est fait des fouilles en or ici. Donc, on a été, enfin toi, moi j'ai connu celui-là et j'ai connu celui-là. Donc, forcément, tu es impacté psychologiquement par la méga dose d'endorphine que tu as reçue pendant des mois.
endorphine, terreur ou expérience personnelle. Mais aujourd'hui, si ça c'est du soja ou un graphique random, quelle que soit l'unité de temps, et que tu vois une grosse vague baissière, tu vois un M qui se dessine ici, je suis désolé de te le dire, mais c'est difficile, ça ne nous saute pas aux yeux parce qu'on est complètement, on a le nez dedans, mais le graphique est dégueulasse. Et je dirais que si tu perds pas, ou alors que effectivement ta thèse elle est bonne, qu'on fasse ça et qu'on fasse pas ça, qu'on fasse ça et qu'on fasse là. Oui, effectivement, une fois qu'on est revenu ici, tu peux ressortir ta thèse de ton chapeau et dire ouais putain j'avais raison. C'est possible. Alors la version bullish, c'est donc éventuellement qu'on préserve ce plus haut sommet, enfin ce plus haut creux, c'est-à-dire qu'on le préserve, qu'on retape faire un plus haut sommet. Et oui, c'est une tendance haussière long terme et elle est inarrêtable. Objectif ici et ensuite ici. Mais là, le graphique, il nous dit ouïouïouï. Parce que si un trader de mec qui en a rien à foutre de c'est quoi le Bitcoin et tout ce qu'il va regarder, c'est ça tient ou ça tient pas ici. Si ça tient pas, mon gars, c'est cuit. La seule chose qui pourrait sauver si ça tient pas, c'est qu'on fasse un swing failure pattern et qu'on réintègre au-dessus ici, qu'on repasse le 32 000. Et tant que c'est pas arrivé, ça, c'est le plafond de l'année dernière. Et peut-être même que l'année prochaine, ça sera difficile de l'atteindre. Peut-être même que l'année prochaine, ça sera difficile à atteindre. Je te le dis. Hein. Il y a tellement de gens qui attendent le halving là. Et là, je te dis ça pourquoi? Parce que je me suis forcé à plus penser Bitcoin. Pure price action, si on fait ça, l'année prochaine, c'est ça le graphique. C'est ça notre bull market. Alors, accroche-toi. Ah, et là, d'un coup, ça te donne envie de gérer son risque. Donc, gère bien ton risque. Et tu sais quoi? Tu pourrais garder moitié ta position ici. Ou alors, sur le petit rebond, s'il y a un petit rebond, tu divises ta position par deux, si c'était ton risque max que tu étais prêt à prendre, et tu t'offres deux possibilités. Un achat ici, avec l'argent que tu as dégagé, avec plein de patience, ou un achat ici. Et ça ne changerait pas grand-chose, dans tous les cas, à ta situation. Sinon, que tu es moins pris dans ton méga trade que tu as envie de rejouer par rapport à cette année, et ça t'offre la possibilité soit d'avoir plus de confirmation avec une position qui te retrouve moyennement ici, donc ça va, soit une moyenne ici avec la même thèse en disant ça va y aller, t'inquiète. Bon, voilà, c'est des choix potentiels ici d'immunité au narratif. Mais là, vous savez, ça ressemble à un weekly M. Hein. Je ne sais pas ce que Eddie il en pense, parce que lui, c'est son truc, la macro. Si Eddie veut me faire un petit topo sur ce qu'il pense de ce sourire-là, je ne l'avais pas vu, je vous promets, je ne l'avais pas vu. Il y a des fois, et c'est terrible, c'est quand ces patterns sont sous les yeux et qu'on ne les voit pas, c'est là où ils sont le plus puissants. Et est-ce que vous l'aviez vu avant aujourd'hui? J'ai pas l'impression, il faudrait aller regarder le trône et tout qui traite ça aussi, les M et W. Est-ce qu'ils l'ont vu? Ah, Fas, il l'a vu. Ah. Arnémique, il l'a vu. Putain, attention, hein. Alors, la Roche, je l'avais pas vu. Donc ici, donc pour l'instant, pas de problème, c'est qu'un range. Les précotes échouent, c'est bien connu. Mais ici, c'est le famoso M de murder qu'on n'a surtout pas envie de voir. Murder. Putain. On avait un M de murder ici, même période. Tiens, d'ailleurs, l'histoire se répète. Bear Market Rally, post-2019, M de murder, sell out,
enfin un rebond, le même de Murder qui tient, et ici, BACT ETF, c'était pas BACT ETF, c'était un ETF. BACT ETF, c'était pas un ETF, c'était BAC 2019. BAC is une Bitcoin Futures. Donc, une institution qui lance le Bitcoin Futures le 23 septembre 2019. Donc, au début, je vous disais 23 septembre, c'est ici. Donc, je vous disais, si jamais la news s'est refusée alors que c'est boule, si la news est refusée et ça tient, c'est boule, mais j'avais oublié l'option, l'ETF est accepté le jour de l'acceptation et le M de Murder arrive à destination, c'est pas fini mon kiki. Intéressant, hein? Enfin, moi, je trouve ça génial. Vous savez quoi? J'ai même envie de mettre cette vidéo publique. C'est ce que je vais faire. Bon, on va mettre cette petite vidéo publique. Ça fera un petit contenu sur YouTube et on verra ce que ça donne. Je te remercie en tout cas d'être intervenu dans la partie publique, Évrard, parce que tu es Alpha Team et en général ici c'est plutôt public, donc ça nous a permis d'échanger, de montrer à ceux qui étaient dans le Discord un petit peu comment on pense ici. Sachez que si vous êtes public et que vous avez envie de nous parler, on est disponible. Enfin, surtout moi. C'est mon job d'être disponible pour vous. N'hésitez pas. Alors, sauf si c'est pour faire du fanboyisme, mais si c'est pour parler crypto ou vos stratégies d'investissement et tout, il n'y a pas de problème. Si ça devient trop précis, dans ce cas-là, je vous inviterai à rejoindre le groupe Alpha, mais sinon, ça me ferait plaisir de vous rendre service. Bon, messieurs, rendez-vous demain pour répondre aux autres requêtes qu'il y a en cours. J'espère que notre ami Évrard, il a trouvé des perspectives ici. Et puis, voilà, je vous dis rendez-vous demain pour le live Alpha. Bye.